La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio pour le dernier numéro de Taxi Price, la messe de vendredi. Avec mes confrères, nous analyserons et commenterons l'actualité socio-politique de notre pays, à part la politique justement, avec la sortie de la Cour constitutionnelle et une sortie diversement appréciée, et les propositions de la société civile pour une sortie de crise. Nous évoquerons des sujets sociaux. Une guerre médiatique se mène, vous l'observez sûrement, depuis une semaine autour de ce qu'il convient désormais d'appeler affaire Sotopla, une affaire au contour flou. Les acteurs se nomment Xavier Alado, le DG de Sotopla, Agboupe Coman, le DG des transports routiers, et Nissa Onyonfam, le ministre des Transports publics et des Travaux, des transports routiers et des Travaux publics. Qui est victime, qui est complice dans cette affaire? On va y revenir avec mes confrères en studio. Nous évoquerons bien d'autres sujets sociaux. Retour en studio avec mes confrères. Pour l'instant, avec nous en studio, Abi Alpha Isotou, le patron de l'hebdomadaire Le Rendez-vous. Abi, bonjour. Bonjour confrère, bonjour à ta rédaction, à tous ceux et celles qui ne se fatiguent jamais de nous écouter. Vous allez bien? On rend grâce à Dieu et on reprend. Très bien, on sera rejoint tout à l'heure en studio par Ferdinand Haïté et Fabrice Pechesi. Mais avant, vous savez ces derniers jours, on parle beaucoup aussi de la politique en dehors des sujets sociaux. On va justement les évoquer. Mais les examens de fin d'année, on y est presque pour certains de nos enfants, nos petits frères, nos petites sœurs. Ce matin, le Canard indépendant évoque un sujet qui semble être réel à tout point de vue. Lors des préparatifs, on voit des élèves qui prennent des produits pour quand même résister, apprendre toute la nuit. Et puis voilà, on se rend compte malheureusement qu'à l'approche de l'examen, il y a certains qui craquent aujourd'hui. Et le confrère écrit attention à la prise des stimulants pour booster le cerveau. Quel commentaire vous en faites aujourd'hui? Oui, évidemment, les examens, l'année est en train de faire son bilan. Et une année académique, ça fait le bilan avec les examens de fin d'année. Bon, moi, je prends par rapport à ce sujet pertinent qu'évoque le confrère le Canard indépendant. Moi, je pense qu'un bon élève n'a pas besoin de se droguer pour apprendre. Parce que quand on se drogue, le premier organe sur lequel la drogue agit, c'est le cerveau. Or, pour apprendre, il faut bien que le cerveau soit disponible. C'est vrai qu'il y a des petites manières, chacun a sa physiologie. D'autres, c'est du café. D'autres, ça y a mille et une substances qui permettent à l'un ou à l'autre de s'éloigner du sommeil. Je dis bien que ça varie d'un organisme à l'autre. Moi, par exemple, c'est quand je veux dormir que je prends du café. Ah oui? Ouais, si, c'est l'histoire de CAC1000 dont on parle sur RFI. C'est quand moi je veux dormir que je prends et je dors à la première minute. Donc, chacun a sa physiologie. Par contre, quand tout de suite on doit faire un grand travail, un long travail, que je sens une fatigue accompagnée du sommeil, je me douche un peu de l'eau froide, je peux te veiller 48 heures. Donc chacun a sa physiologie. Mais laisser les leçons jusqu'à 1-2 mois de l'examen avant de réunir toutes ces méthodes-là pour veiller et penser aller renverser toutes les épreuves. Je crois que ce n'est pas aussi ça. Malheureusement, c'est ça qui revient. Un bon élève, il sait que l'examen, ça se prépare dès la première journée de la rentrée. C'est une longue préparation intellectuelle, un grand bagage à préparer de façon studieuse et dans le temps. Ce n'est pas 1 mois, 2 mois qu'on vient pour n'est-ce pas, tout vouloir faire au même moment. Donc, comme l'a dit le confrère, c'est très risqué. Quand les connaisseurs, les psychologues et les spécialistes de l'éducation veulent vous éplucher les conséquences néfastes de cette méthode, vous n'allez jamais avoir recours. Mais moi, j'insiste encore que c'est vrai, nous sommes à la fin de l'année, mais quand tu vois un élève qui a disparu
des radars des révisions et que c'est à 2 ou 3 mois que il serre la ceinture. Déjà, c'est un mauvais élève. C'est vrai, on les souhaite tous bonne chance. Il y a certains, ils sont tellement habitués qu'ils ne peuvent pas s'en défaire. Tant mieux, l'essentiel que ça les marche. Mais pour la santé, pour leur santé, c'est parce que bon, tu as beau être un agrégé, un diplômé, qu'est-ce que tu vas voir si après l'examen, soit pendant l'examen, soit après l'examen, soit après les résultats, tu tombes malade et que très souvent, les conséquences, la maladie, la partie qui est attaquée par les conséquences de cette méthode, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Que vaut le porteur d'un diplôme qui n'a pas de cerveau bien portant. Donc moi je pense que ce n'est pas une bonne méthode. Le confrère a bien fait de tirer la sonnette d'alarme. Très bien. Il faut bien que les élèves, nous tous on est passés par là-bas. Bien sûr, bien sûr. Que les gens sachent que c'est vrai qu'il y a aussi le stress qui joue finalement sur... C'est vrai que cette année, c'est vrai que cette année, la configuration de l'année académique n'a pas milité en faveur des élèves. Mais ce n'est pas pour une raison qu'à un mois de l'examen, on puisse, n'est-ce pas, mettre devant soi toute une pile de documents pour pouvoir les éplucher tous. Bonjour Ferdinand Haïti. Bonjour Eric, bonjour Abia. Bonjour aux auditeurs. C'est vrai qu'on parle de l'éducation avec les examens qui arrivent, les élèves ont été perturbés par une année catastrophique en termes de régularité. Heureusement que le gouvernement a réussi à trouver un terrain d'entente avec les enseignants le temps de finir l'année scolaire. On verra si une solution durable sera quand même trouvée pour que les années à venir ne soient pas perturbées. Mais en même temps, comme le canard le disait tout à l'heure et on l'évoquait avec Abi, il faut quand même encourager nos petits frères à travailler véritablement, à laisser de côté un petit peu de drogue. Quand on prend des médicaments pour pouvoir résister et à veiller, à prendre, se droguer. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec le confrère, mais au-delà des drogues classiques, il y a des drogues aujourd'hui qui ont aussi des dégâts terribles sur les élèves. Et l'addiction aujourd'hui au téléphone portable, au WhatsApp et à tous les réseaux sociaux, c'est aussi une forme de drogue qui éloigne les élèves de l'essentiel. On ne le dit pas souvent, mais dans certains pays déjà, ça fait déjà l'objet de beaucoup d'études, l'impact de ces réseaux sociaux sur l'éducation. En France, c'est interdit dans les milieux scolaires. Même ces jours-ci, dans plusieurs pays où on a dit à commencer le bac, on a dû couper les connexions dans certains pays pour éviter que les enfants ne manipulent les téléphones ou des questions de tricherie comme ça. Et donc, pendant la période de l'examen, on a mis fin à la connexion dans certaines zones. Et donc, moi, je pense que la drogue classique, tout le monde la connaît, le cannabis et tout ça, les médicaments pour résister, pour pouvoir veiller. Et puis après, aujourd'hui, c'est le téléphone qui est la plus grande drogue et qui crée des dégâts énormes, qui a des incidences sur les yeux, sur le cerveau, parce qu'à force de regarder tous les jours sur le téléphone portable avec les reflets des lumières du téléphone, on a des problèmes de vue, les gens ne le savent pas, et donc tout ça participe aujourd'hui à créer des ennuis, et je pense que ceux qui s'occupent du système éducatif doivent aller au-delà des problèmes qu'on connaît régulièrement. Abi, c'est réel ce que dit Ferdinand? Oui, c'est réel, ça c'est clair, parce que c'est cette Mais aujourd'hui, ça va être très compliqué qu'on s'en débarrasse quand même, de l'internet, du téléphone portable. Non, il faut bien que chacun sache... Même en milieu scolaire. Ouais, il faut bien que chacun sache ce qu'il cherche, au-delà de l'internet. L'internet a accouché de toute une ribambelle de méthodes, de moyens de communication, mais si cela doit venir nous assujettir et nous laisser nous éloigner de l'essentiel, ça fait problème. L'internet, c'est vrai, la connexion internet, c'est un outil formidable de recherche, mais quand cet outil va devenir quelque chose qui vous éloigne de l'essentiel, vous savez, c'est le même outil, comme l'a dit le confrère, l'année passée, à pareil moment, on a dénoncé une triche au bac dans un établissement de la place. Oui. C'est grâce à Internet, grâce à la connexion Internet, parce que WhatsApp marche avec. Donc, ça dépend de ce que chacun veut, c'est-à-dire
de l'usage que chacun veut en faire. Mais un bon élève, dès qu'il est mature, c'est vrai, les premiers moments, quand vous transportez, vous obligez un enfant à aller à l'école, c'est comme c'est de la corvée, vous le dérangez. Mais dès que quelqu'un est mature, il prend conscience que c'est pour son bien qu'on l'a inscrit à l'école et que c'est pour son avenir, et qu'il ne sait pas, n'est-ce pas, prioriser les urgences, c'est qu'il n'a pas envie d'aller loin quand même. Bien sûr. Écoutez, monsieur, merci beaucoup sur ce sujet. Nous allons observer notre première pause publicitaire. On se retrouve dans 2 minutes environ pour la suite de Taxi Press, la messe de vendredi. Retour en studio avec mes confrères avant d'aborder véritablement les sujets que nous avons retenus. Ferdinand, vous avez, en préparant l'émission, vous avez souhaité revenir sur deux sujets principaux qui vous tiennent à cœur. Oui, bon, c'est les auditeurs ou les lecteurs qui nous interpellent lorsqu'ils sont en difficulté dans leur quartier ou ont des problèmes, pour qu'on puisse en parler et attirer l'attention de l'autorité ou de ceux qui gèrent ces domaines-là. Et donc, voilà, il y a eu 3 préoccupations. Les gens sont conscients que lorsque c'est relayé sur des médias de grandes écoutes comme une radio, ça tombe dans les oreilles qu'il faut. Bien sûr. D'abord, la coupure de courant à la sécurité ces derniers temps. Ah oui, c'est fréquent. Les gens s'en plaignent, les gens ne savent pas ce qui se passe, il n'y a pas de communiqué pour prévenir les gens, il y a des coupures qui vont jusqu'à 4 heures de temps. Dès qu'il y a une pluie qui s'annonce, on coupe le courant, les gens ont de leur matériel qui prennent des coups, et les gens dorment sans lumière dans certains quartiers pendant toute une nuit. Donc ces gens-là se plaignent. Il est important que la sécurité puisse situer ces Togolais-là, ces clients, sur les origines de ces... Donc en même temps, il faut en déduire qu'il y a des problèmes finalement au niveau de la sécurité en matière de fourniture d'énergie électrique. Je ne veux pas aller sur ce terrain, mais je pense qu'il faut justifier pourquoi on coupe les courants ces derniers temps, pourquoi il y a des interruptions intempestives de l'électricité dans certains quartiers la nuit, ou toute une nuit, parfois dans la journée, pour que les gens se préparent. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation que quelqu'un m'a soumise, je ne connais pas très bien le quartier. La personne vit dans ce quartier-là qui est à Goué. Kofi Panou m'a indiqué qu'il y a un bar là-bas qui s'appelle le Trocadéro, une voie qui est opposée au Grand Contournement, et que dans ce quartier, depuis quelques semaines, tous les titans de Dangote ont fait de plusieurs rues de ce quartier leur parking, ce qui empêche les riverains de circuler. Les gens qui veulent sortir de leur maison avec leur voiture, ou qui veulent rentrer chez eux le soir, ou en fin de journée, ne peuvent plus rentrer parce que les titans ont bloqué ces voies-là dans ce quartier-là, et ça crée vraiment des désagréments pour les populations. Donc ceux qui s'occupent on n'a pas créé de parking officiel pour ces titans-là. Ils ont squatté ce quartier-là. Ils sont en train de déranger les riverains. Il faut qu'au niveau du ministère des Transports ou ceux qui s'occupent de la distribution du ciment Dangote au Togo, on puisse leur trouver un parking pour leurs véhicules, surtout qu'ils viennent de plus en plus nombreux au Togo ici. En plus, dernière préoccupation de quelqu'un qui m'a saisi, la personne a eu à me dire que dans le quartier Kégué, au niveau de la maison du Premier ministre Selon Classou, il se fait des travaux depuis. Je crois que c'est des travaux d'aménagement de rue, sauf que ces travaux n'avancent pas depuis longtemps et les rues sont bloquées. Ce qui crée des désagréments pour les riverains. Des travaux qu'on peut faire en 3 heures de temps ou en 4 heures de temps, on vient, on met le sable, on barre la rue, des semaines on ne fait rien, ça ne bouge pas et les gens sont obligés de faire des détours, des gymnastiques, surtout en ces saisons de pluie, pour pouvoir rentrer chez eux. Et donc, si ces préoccupations tombent dans les oreilles de ceux qui sont les décideurs, vivement qu'ils prennent des mesures pour soulager ceux qui ont porté ces préoccupations vers nous et vers votre média. Abi Alpha, le cas de la CET, est-ce qu'on peut en conclure que le délestage a repris dans notre pays, ou c'est juste des petits soucis liés donc à la fourniture tout simplement de l'énergie? Ouais, je crois qu'avant avant qu'on ne parle de reprise, il faut bien qu'elle ait pu s'arrêter à un moment donné. Moi, je ne pense pas qu'il y a eu un moment où on ne connaît pas de délestage. Peut-être que selon les moments, l'intensité varie.
Tu sais, c'est une boîte, et tout comme toutes les autres boîtes gérées par l'État, c'est une boîte qui tâtonne. Tu sais mieux que moi que partout il passe l'argent, c'est la croix et la bannière. Et très souvent, c'est le consommateur qui fait les frais. Donc la CT est un exemple ronflant. Sans oublier aussi la Togolaise des eaux. Fort heureusement que là-bas, le Togolais ne débourse pas trop d'argent comme du côté de la CT. Vous n'êtes pas sans savoir que les factures de la CT, celles de la Togolaise des eaux, c'est sans commune mesure. Donc, moi, je pense qu'à la CT, c'est tout un problème. À un moment donné, l'autorité a dû prendre conscience. Elle s'est arrêtée pour trouver de grosses solutions. Malheureusement, ça a accouché des éléphants blancs. Vous vous rappelez ce fameux financement de plus de 100 milliards qui n'a servi à rien dans l'histoire du contour global. Donc, depuis que ce projet ronflant de contour global a permis juste à certains de s'enrichir, oubliant les problèmes de la CT, à la merci de l'amertume des Togolais, c'est normal qu'on va encore avoir de beaux jours avec les délestages. Je vais juste aussi faire un point sur le second sujet que Ferdinand a touché par rapport au cas de Dangote. Je ne crois pas que tout de suite on va s'attaquer à ceux qui distribuent les ciments ou bien à l'autorité en place. Je crois que c'est à Dangote qui est conscient que désormais le marché togolais lui est ouvert de prendre cette disposition parce que c'est vrai que c'est parce qu'il y a un citoyen courageux dans le quartier là-bas qui a parlé, mais c'est depuis que notre marché de la cimenterie est ouvert à cette société, c'est la croix et la bannière. Quand tu longes le grand contournement, le grand contournement de ce que les gens appellent exagérément échangeur pour aller vers le port, tout le long de ce boulevard-là, c'est vraiment un problème par rapport au garage des 1001 titans de Dangote et ce que cela engendre comme nuisance aux riverains. Bon, moi, je pense qu'il faut que l'autorité interpelle Dangote. Il est conscient que des milliers de ces titans maintenant, n'est-ce pas, sont quotidiens dans nos environnements. Il y a encore des terrains, il peut vraiment penser à trouver un parking digne de ce nom, même si ce n'est pas un achat, que ce soit un bail qui lui permet de caser ces trucs. Parce qu'au-delà de ça c'est un quartier qu'ils ont choisi. Mais dans la circulation, quand tu vas dans le centre-ville, tu ne vois pas trop. Mais quand tu reviens dans les quartiers périphériques, ils sont partout dans la route. Et c'est un grand danger pour la circulation. Elle n'est plus fluide. Les rues étaient déjà tétraplégiques, je l'ai toujours dit. Et quand des titans comme ça, les titans de Dangote, c'est pas 100, ça n'a pas 200. Il en a en quantité industrielle. Et quand notre petite capitale va être envahie par ces milliers d'engins comme ça, tantôt ça attend pour être déchargé, tantôt ça a déchargé, ça attend pour partir, tantôt c'est une panne. Il y a 1001 raisons qui obligent ces titans à attendre. C'est à l'autorité de rappeler Dangote. C'est pourquoi j'ai dit il faut que l'autorité le rappelle, mais c'est à Dangote de prendre les dispositions pour que ces titans ne dérangent pas. Alors, puisqu'on parle des rues, il y a le confrère Liberté ce matin qui quand même a fait un article sur les rues. Surtout les voies pavées qui appellent aujourd'hui, c'est clair quand on y passe dessus, à une maintenance. Le confrère s'interroge aussi, le ministre d'Issaou Nyonfam attend d'autres morts avant de réagir. Et la question des vols, on en a parlé longuement ici, notamment le cas de Djolé où le pavé est complètement cabossé. On ne parle pas de cas de bain. La situation se généralise un peu partout finalement dans la ville, où il y a des pavés. Oui, on en parle presque tous les jours. Aujourd'hui, il n'est pas recommandé, si je peux parler ainsi, de rouler tranquillement sur les pavés. Si vous manquez de vigilance, vous vous retrouvez tout à l'heure dans un ravin où vous allez faire des tonneaux. Et toutes les rues pavées à Lomé présentent les mêmes anomalies. Soit c'est des affaissements, soit c'est des élévations sur la route,
on ne sait pas quel est le calcul géotechnique du sol qui a été fait, comment on a dosé le terrassement, et donc il y a des affaissements, même il y a des rues qui ont été pavées il n'y a pas longtemps, qui n'ont même pas été encore réceptionnées. Il y a plein d'affaissements, notamment la rue qui est juste à côté de la voie perpendiculaire à la HAC ici. Oui. Il y a une rue qui va vers Adebayo ou Adebayo, Asuma. oui. Oui, cette rue-là, elle est pavée, mais il y a des affaissements partout. Il y a des affaissements Il partout. semble qu'elle n'a pas encore été Elle n'a pas été encore réceptionnée. Il y a des affaissements partout. Il y a les caniveaux, il y a de l'inondation. Les choses sont mal posées. Et quand vous allez dans les quartiers de baie, naturellement, l'avenue François Mitterrand, on n'en parle plus. Je ne sais même pas si c'est à l'honneur de l'ancien président que de maintenir son nom sur cette route-là. Il faut débaptiser toutes ces rues-là, donner les noms togolais plutôt que de donner des noms français. Et cette rue, dès qu'il pleut... Ça, c'est notre débat. Cette rue, dès qu'il pleut, personne ne circule dessus. C'est inondé depuis le marché de baie jusqu'au niveau du bâtiment où il y avait l'établissement de BTS depuis l'époque jusqu'à la lisière du commissariat. Oui. Et donc cette rue, il faut véritablement la refaire. Celle qui est opposée aussi, qui va au marché de baie, à un endroit là, il y a un endroit qui ne s'assèche jamais. Oui. Et donc il faut régler tout ça. Et puis vous avez la rue derrière l'aéroport qui va au cimetière de Bekota, qui débouche jusqu'en Famé. Cette rue, c'est une catastrophe. Et donc, on ne peut pas avoir des services d'État, des ministres, des directions de transport routier, des je ne sais quoi, tous ces démembrements des ministères des Travaux publics, des gens qui sont payés gracieusement par mois, par le contribuable, et qui ne font pratiquement rien pour la maintenance des rues qui sont construites à coût de centaines de milliards. Et donc ça pose véritablement un problème sur les compétences ou la disponibilité de ces gens-là à avoir des services compétents qui regardent tous les jours ces rues-là. Ça pose aussi le problème un autre problème, c'est celui de la décentralisation. Ça pourra régler le problème. Excusez-moi d'en arriver là. S'il y a des élus locaux, on va en parler tout à l'heure. Ces élus locaux ont la latitude d'interpeller les gouvernants sur l'électrification des rues, sur la dégradation des rues, sur les ordures qui sont un peu partout, sur la non-maintenance de ces rues-là. Donc tout ce système qui manque à notre pays fait que le pays s'enfonce tous les jours. Et donc vous avez vu l'état aujourd'hui de notre capitale, ça ressemble, c'est vrai on essaie de balayer quelques rues, mais dans l'ensemble, dès qu'il pleut, ça ressemble vraiment je sais pas. On l'a vu, hein, Lomé a été de nouveau testé lundi dernier avec la grande pluie qui a quand même mis à mal presque les infrastructures routières. Abira, quel est votre commentaire sur ce sujet-là? Oui, on prie vraiment que Dieu qui nous a déjà beaucoup suffisamment éprouvé par rapport à la gestion de notre pays et qui nous c'est Dieu qui vous a éprouvé? Dieu nous a vraiment éprouvé. Il est en train de tester notre foi. Donc c'est une épreuve qu'on traverse par rapport à la gestion de nos dirigeants. En cela, nous prions que Dieu nous éloigne vraiment des grandes pluies à l'ivoirienne. Ce qui s'est passé là-bas, si une pluie de ce genre vient ici, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Hein. Donc ça, c'est notre débat. Tu sais, quand tu parcours les routes, surtout les routes qui ont été tout récemment faites, soit elles sont inachevées, des chantiers sont inachevés. Quand tu prends la route qui quitte la morgue pour aller vers Anko, oui. C'est qu'au BTP a laissé une route, un reliquat là-bas inachevé. C'est vraiment un problème pour les riverains, un grand danger public. Le même c'est que, aussi bien qu'il a laissé les ardois ici et là au niveau de ces chantiers. Il y a le cas qu'on évoque souvent aussi. Bon, ça c'est pas Seco, mais la voie Carrefour Bourjona en allant vers l'hôtel La Concorde. Oui. Donc, au-delà de ces chantiers inachevés, je vais parler de cette brutale de la morgue là. Il a aussi son reliquat que les Chinois sont en train de faire sur le boulevard, sur la route Lomé-Vaughan en foin. Ça évolue là-bas à pas de caméléon. Il y a d'autres routes qui ont été faites, achevées, réceptionnées, mais qui sont fermées. Je vais parler des contournements, de la faille et des choses. Ces contournements sont fermés actuellement. Quand tu vas à Bafilo, on te dira que les contournements ne sont plus utilisés, le contournement notamment des Bafilo, parce que c'est vraiment un grand danger. On ne sait pas comment les gens se sont arrangés avec les Chinois là-bas pour se partager l'argent, pour qu'on puisse
faire balancer comme ça en mine de rien, les gens puissent se partager en mine de rien plus de 17 milliards, que le bureau contrôle disparaisse et que personne ne rend compte. Et ceux qui ont géré... Ce n'est quand même pas la première fois ou deuxième fois qu'on ferme ce contournement pour refaire les travaux. Mais entre-temps, c'était gérable. Maintenant, là, c'est fermé. La reprise, ce n'est pas pour demain. En temps, ils avaient fermé pour quelques replaçages et rafistolages pour qu'en 1 mois, 2 mois, on recommence. Ici, là, c'est vraiment fermé parce que la route, là, est plus dangereuse que ce qu'étaient les routes classiques. Donc, quand tu reviens sur les routes qui, apparemment, aux yeux du profane que nous sommes, des profanes que nous sommes, quand tu regardes ces routes, tu te dis que c'est bien fait, c'est le nouveau Lomé, mais c'est un danger. Je vous disais qu'il n'y a pas plus tard que 2 mois, je disais ici que quand tu prends la route qui quitte le marché de Aguassi pour revenir vers Limousine, en mine de 1 mois, il y a eu 3 ou 4 endroits où le déplacement des réseaux, c'est-à-dire en eau, n'a pas marché. Donc, au fur et à mesure que les engins roulent sur les routes qui ne font pas encore 3 ans, les tuyaux qui ont traversé les grands axes pètent et l'eau sort. On est obligé de venir creuser et remédier, maintenant remettre du nouveau goudron. Et quand tu parcours, au fur et à mesure que ça évolue, ces insuffisances, je ne sais pas qui avait servi de technicien qui a fait le déplacement des réseaux, surtout en eau, par rapport à ces entreprises-là. C'est une calamité. Quand tu vois l'électricité, les poteaux là qui sont debout, même une moto bien costaud, quand elle tape le poteau, le poteau tombe. Comment c'est possible là? Les poteaux, est-ce que je mens? Non, c'est la remarque aujourd'hui. C'est ça. C'est-à-dire, même si tu manges bien, tu viens t'adosser à un poteau, ça c'est cool. Mais ça fait problème. Alors que si on te dit ce qu'a coûté un seul poteau, dans les devis que ces entreprises ont présentés, ça fait problème. Et puis depuis là, personne ne répond. Il y a monsieur, une femme là-bas qui est là-bas, qui s'est assez vachement enrichi. Il y a Ayassor qui s'occupe du nouvel... C'est eux qui ont laissé cet héritage. C'est l'heure du bilan. C'est l'heure du bilan. Une route, ce n'est pas le moment où on l'a fait. C'est après qu'on fait le bilan. C'est ça. C'est eux qui ont laissé, c'est eux qui ont ouvert les banques à n'importe quelle entreprise. Les gens ont fait des découvertes impossibles. C'est presque un chèque à blanc à une entreprise comme Seco qui a laissé d'impossible d'être dans les banques et aussi des routes impossibles. Il faut qu'on en parle. Monsieur Nyofam, il est là, lui, il continue par manger ses reliquats, mais Ayassor a un majorité joué un rôle ronflant dans cette histoire. Donc moi je pense que l'image de nos routes est à l'image de ce que veulent faire les dirigeants de notre pays. Mais si ça veut continuer comme ça, vraiment, c'est assez triste quand même. Et ça nous amène à justement évoquer la question du transport routier dans notre pays. Vous savez qu'il y a un grand débat aujourd'hui dans la presse autour de Sotopla. On parlera aussi d'une guerre médiatique qui se mène. Et ça, beaucoup de nos concitoyens l'observent sûrement à travers les médias, les publications des journaux. Il s'agit de ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler affaire Sotopla. Une affaire au contour jusqu'à ce jour flou. Les acteurs visiblement sont connus. Il y a le directeur général de Sotopla, Xavier Alado. Il y a celui du transport routier, le fameux Agokwe Komlan. Il y a le ministre, Nissa Nyofam, dont fait allusion à Bi Alpha. Et puis, dans une certaine mesure, le 4e acteur pourrait être la presse togolaise aujourd'hui. Alors, dans l'affaire-là, qui est-ce qui est victime? Qui est-ce qui est coupable? Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Non, moi je ne sais pas. Hein. Moi je lis seulement les choses. Je me dis, bon, que c'est... Pour moi, c'est des oiseaux de même plumage. C'est-à-dire que... Qui ça? Tous les acteurs, sauf les journalistes. Bon, les acteurs, les principaux acteurs, c'est des gens qui se sont mis ensemble depuis des années pour faire les affaires. Et ils bouffaient tranquillement les sous sur le dos du contribuable. Depuis 9 ans. Depuis 9 ans, ils savent comment ils engrangeaient des millions, des milliards. Aujourd'hui que les intérêts ont commencé par être un peu divergents, ils se servent de la presse comme porte-flingue pour se tirer dessus. Moi, je ne suis pas dans ce débat. Nous, à notre rédaction, on a été approchés
de part et d'autre pour... Dans les deux camps. Oui, mais nous avons décliné parce qu'on ne veut pas servir de cadre pour une guerre de ce genre, parce que j'estime que c'est des gens qui, depuis des années, faisaient des affaires sur le dos du... je dirais même au détriment des caisses de l'État. Ils se sont fait de l'argent. Et tous ces individus qu'on est en train de citer sont des gens controversés, sulfureux pour certains, en commençant par l'éternel ministre Nyofam, dont le nom revient dans tous les scandales au niveau des transports routiers, des TP, du port, partout. Lui, dès que vous citez son nom, c'est lié à un scandale. Le directeur des transports routiers n'est pas non plus propre. Son nom est revenu dans beaucoup de choses. Entre-temps, même il a eu des difficultés. On avait saisi son passeport dans ce pays et puis il avait acheté des voitures que le garage central est venu récupérer en pleine activité au transport routier. Et puis bon, il y a le troisième. Rien ne s'est passé après. Rien ne s'est passé après. Et puis il y a le troisième Alado que je connais moins, que je ne sais pas qui c'est. Mais je sais que cette histoire de Sotopla cache d'autres intérêts. Et donc, nous, à notre niveau, on a estimé que ce n'est pas opportun de nous lancer dans cette guerre-là, parce que c'est la même personne qui s'affronte en réalité. Ils ont fait les affaires ensemble, ils ont eu beaucoup d'argent. Aujourd'hui, certains veulent mettre d'autres dehors pour amener peut-être leur protéger, de nouveau protéger pour continuer le même business. Alors on utilise la presse pour se faire les luc-luc, quoi. Bon, moi je suis pas dans ça. Abialfa. Moi, je crois que c'est un carrefour de grands intérêts. Et deux bourreaux se battent. Il n'y a pas de victimes parmi eux. J'ai vu certains confrères titrer entre Boupé et je sais pas qui est victime, qui est bourreau. Les deux sont des bourreaux et la victime c'est le Togolais. Tu sais que cette structure, ce démembrement des transports a été créé dans des conditions controversées. Ça a été beaucoup décrié. À l'époque, il n'y avait pas votre émission, mais moi j'allais sur Canal FM. Nous avons beaucoup décrié la création de cette histoire-là. Malheureusement, ça s'est imposé et puis c'est devenu une vache laitière où les gens se sucrent. Vous vous rappelez que très souvent, quand vous voyez une guerre de succession à la tête d'une société, et au Togo, c'est qu'elle est juteuse. Vous avez dû être témoin de comment on a dû faire les gymnastiques pour que le colonel qui gérait ces structures soit remplacé. Oui, on a dû faire doucement pour l'envoyer vers la Chine, comme quoi il allait en stage, pour qu'on ait le temps de mettre notre à sa place. C'était vraiment une caverne d'Ali Baba où les gens se sucraient. Eux seuls savent ce qu'ils mangent là-bas. Qu'est-ce que l'État gagne de cette boîte-là? Donc moi je pense que les confrères sont en train je ne dirais pas de jouer un mauvais rôle, mais de victimiser l'un, de se plaindre de prendre l'autre pour un bourreau. Mais pour moi les deux c'est des bourreaux. Avant ça il y avait eu un bras de fer. Avant ça, je crois que ça peut faire... C'est ça, il y a une année à peine. Exactement. C'est au mois de ce bras de fer-là que moi, ma rédaction a su de quoi est capable ces deux camps-là. C'est des escrocs qui squattent à la tête d'une société de l'État. Ils nous ont approchés. Mais si, ça veut dire les gens sont là, ils ont un département de l'État où ils mangent. Au moment où le partage n'a pas de soucis, personne ne les attend. C'est quand le partage a des soucis, quand l'un veut manger plus que l'autre, qu'ils viennent vers la presse. Ils sont venus à nous plusieurs fois, Pédina et moi. Mais si. Donc actuellement, c'est devenu la caverne d'Ali Baba où les gens peuvent aller émarger 100 000, 200 000 et puis prendre le camp de l'un ou bien de l'autre. C'est un peu triste pour notre presse que les gens fassent leur business et que quand ça ne va pas. Non, mais il y a aussi un devoir d'informer, d'éclairer si les gens ont l'envie d'éclairer. Depuis que ces structures existent, combien de fois les gérants ont fait des flyers ou bien des insertions pour partager à quelques rédactions afin de communiquer à l'endroit du consommateur que nous sommes. Combien de fois? C'est qu'ils ont des problèmes qu'ils savent qu'il y a une rédaction ou bien il y a une radio. Donc
Donc ça fait problème. Il faut que les confrères apprennent à refuser certaines offres pour discipliner certains, parce que c'est de l'escroquerie au sommet d'un État. Alors, oui. Non, pour moi, comme je l'ai dit, c'est les mêmes individus, c'est les intérêts qui est en train de les opposer. Moi, j'étais tranquillement quelque part quand on a appelé un de mes rédacteurs, et puis bon, on leur dit, bon, voilà, il y a ci, il y a ça. Et lui, il a eu le réflexe de m'informer. Il a dit, non, écoute, il faut sortir dans ça. Nous, on n'est pas là pour servir d'instrument d'instrument de règlement de compte entre des gens qui étaient des copains en affaires. Oui, mais il y a quand même un truc qui a quand même déclenché cette guerre, si on peut le dire médiatiquement parlant. L'État togolais a décidé que les visites techniques qui se font 6 mois, qu'on repousse là à 1 année. Et ça crée finalement, selon les informations, quand on lit la presse, vous avez lu les confrères, ça crée quand même un dommage pour une entreprise à qui on a concédé la gestion de la plaque de travail véritablement. Oui, mais qui a fait passer ce truc au Conseil des ministres? C'est le ministre. Le ministre Nyofam, c'est une référence. Il est aussi acteur de ce conflit actuellement. Oui, il était acteur depuis. Ça crée des problèmes sur ce top-là. Il était acteur depuis. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsqu'ils étaient à 3, c'est comme, comment il s'appelle ça la brute, le bon, le méchant, les 3 mousquetaires, ils étaient ensemble. Ils bouffaient bien. Nyofam prenait sa part, Agbokwe prenait sa part, Alado prenait sa part. Il n'y a pas eu un audit ou bien une commission anticorruption qui allait là-bas pour regarder comment ces messieurs s'entendaient pour gérer ces fonds qu'ils engrangeaient. Aujourd'hui que le contrat de M. Alado va arriver à terme. Oui, l'année prochaine. L'année prochaine. On est en train de chercher à monter notre société pour l'introduire dans le système en éjectant M. Alado. Alors, on déclenche une guerre médiatique et puis on sollicite la presse. Moi, je ne suis pas contre que les confrères, que les confrères relaient ces informations de part et d'autre. Ça permet quand même à l'opinion de se situer. Mais au fond, ce qui est caché derrière cette histoire-là, c'est une guerre d'intérêt. Sinon, pourquoi on trouve la nécessité de partager de l'argent à la presse pour relayer des positions de part et d'autre? C'est parce qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. Et moi, ce que je dénonce, je dis, des gens qui sont des escrocs, qui prennent de l'argent de l'État pour faire n'importe quoi, au lieu que nous nous battons pour que ces gens-là, on puisse les mettre hors d'état de nuire, parce qu'ils sont tous les mêmes. C'est des voleurs de la République. Normalement, nous devons plaider pour que la commission anticorruption, aujourd'hui, aille là-bas au transport routier pour voir clair, pour voir véritablement qui est en train de gruger l'État dans cette affaire-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de M. Alado, de M. Agbokwe. Oui. Son passeport a été saisi dans ce pays. Oui. Peu de gens le savent. Nous, à notre rédaction, on disposait même de certains enregistrements, des audios, des réunions qui étaient tenues là-bas. Et il a acheté des dusters. Le garage central est venu saisir les voitures sur le champ, en pleine journée. Les gens étaient venus au boulot avec les voitures. Les gens sont rentrés à la maison à pied. Le garage central a emporté les voitures. Ce monsieur, on ne lui a rien fait. Lui-même, il a été auditionné, gardé à la gendarmerie, et puis on a restitué son passeport. Et il est là, il circule tranquillement. Il a des actions partout, et c'est des individus comme ça qui ont recours à la presse pour vous trouvez pas ça très bien? Non, mais écoutez, messieurs, merci beaucoup. Nous allons observer la seconde pause publicitaire. On revient juste après. Retour en studio avec mes confrères Abi Alpha, Isoto, Ferginalité. On attend toujours Fabrice Pechisi. Il y a justement sur le sujet qu'on traitait avant la pause, le sujet de l'affaire Sotopla Transport routier. Il y a le confrère Vos Populi qui pose une question ce matin que je voudrais vous reposer. Et si le président de la République, Faure Gnassingbé, sifflait la fin de la récréation à Bialfa? Oh, ce n'est pas la première récréation. Il y en a eu dans beaucoup de départements. En tout cas, j'ai déjà dit que partout passe l'argent. C'est la guerre des intérêts, c'est des positionnements impossibles. Et très souvent, le chef de l'État observe un silence de cap. Donc, moi, je pense qu'on va attendre longtemps. Et quand au sommet de l'État, on n'arrive pas à se mettre à la hauteur, à être loin de certaines choses, et que
certains détournements, certains scandales, le silence observé devant certains scandales donne des doutes à la probité du premier responsable. Sachez que dans des départements comme ça, autour des menus frétins, la crise va durer. On aurait aimé qu'il y ait quelqu'un qui... Vous voulez dire que le président n'aura pas la main forte pour quand même sanctionner la fédération? C'est un chef de l'État, il a la main forte. Encore, il faut qu'il utilise cette main. C'est ça. Une chose, c'est d'avoir la force, l'aura d'un chef de l'État, c'est-à-dire la capacité d'un chef de l'État. L'autre chose, c'est de faire usage. Quel usage on fait de ces prérogatives? C'est de ça qu'il est question. Donc, aussi longtemps que ça va être comme ça, la presse a trouvé un terrain, les autres se partagent des milliards, ils vont venir leur partager 100 000, 50 000, et ils vont faire la guerre. Le débat n'est pas à ce niveau, ne détournez pas le débat. Excusez-moi. Je pense que c'est ce qu'il faut souhaiter le mieux maintenant. Que le président de la République intervienne. Ouais, tous ces gens-là, il faut les mettre dehors. Il faut les mettre dehors, en commençant par le ministre, son supposé directeur des transports et tous ceux qui sont dans ces trucs bidons. Là, on serait dans un pays normal que ces gens-là seraient derrière les barreaux. Excusez-moi, mais au Togo, c'est la culture de l'impunité. On fait plutôt la promotion des gens qui prennent des libertés avec les deniers publics, qui prennent de l'argent dans les caisses de l'État. Et vous imaginez ce qu'est devenu aujourd'hui le parc automobile et au parc automobile. Gare centrale? Non, en général, dans l'ensemble du pays. Vous imaginez combien de voitures sont aujourd'hui en circulation, combien de motos sont aujourd'hui en circulation. Les sociétés qui vendent aujourd'hui les motos, les milliards que ces sociétés engrangent aujourd'hui. Donc, tous ces motos sont immatriculées, et les voitures sont immatriculées. Tout cet argent, c'est des milliards. Ça va où? On ne peut pas dire que l'État a des difficultés à mobiliser de l'argent, à mobiliser des recettes, pendant que dans un coin, dans un département des transports routiers, il y a des gens qui s'organisent pour priver l'État de moyens et que le premier responsable du pays a de la lourdeur ou a de la lenteur à sévir. Je crois qu'à un moment donné, il faut frapper dans l'État pour que certains qui prennent énormément de liberté se calment un peu. Dans tous les pays au monde, on vole. On ne peut pas dire que on ne vole pas. Mais les gens qui volent, parfois, lorsqu'on vous arrête, c'est que vous payez. C'est que il y a des sanctions qui tombent sur vous. Et donc, on ne peut pas tout le temps sortir des scandales et que, bon, au niveau de l'État, ceux qui doivent prendre les responsabilités, sanctionner des gens, ne disent absolument rien. Donc, ces messieurs vont continuer leur guerre médiatique jusqu'à ce que, bon, celui qu'on veut éjecter, on l'éjecte, et puis celui qu'on veut introduire dans le dossier... C'est pas la première fois qu'on assiste à des guerres médiatiques. Eric, je donne un exemple précis par rapport à ce... Et on va passer à l'autre sujet. On parle ici du parc, de la gestion du parc roulant, aussi bien des privés que de l'État, n'est-ce pas? Bien sûr. Il est question de l'immatriculation. Puisqu'on y est, parlons-en. Entre-temps, il devait y avoir un sommet ici, je ne sais pas sur quel sujet là, et le port a débloqué, s'est saigné à hauteur de beaucoup de milliards pour acheter beaucoup de voitures. Pour, n'est-ce pas, équiper le sommet en engin roulant, pour que les invités, tout ça, là, les chefs d'État, tout ça. Je crois que c'est par rapport au sommet maritime, il y a eu des différentes gammes de voitures, des Chrysler, beaucoup de voitures qui ont été acquises sur le dos du trésor portuaire actuellement. Est-ce que l'État peut nous montrer là où se trouve depuis que le sommet est terminé? Est-ce qu'on peut prendre une équipe de journalistes, nous amener au garage central ou bien dans un département donné, dire que depuis que ce sommet est arrivé, est fini, voilà là où sont parqués ces engins. Ils sont partagés. Ça a été vendu. Nous, on voit des gens circuler avec ces engins, ça a été vendu. Le problème, c'est quoi le problème? Au moment où on vendait ces engins, l'État achète les véhicules pour un besoin. On a fini le travail. L'État revend les véhicules pour faire rentrer l'argent. Pourquoi le garage central existe? Au moment où on vendait ces engins, il y avait un autre sommet qui pointait ici. Il y avait un sommet Israël-Afrique qui devait se tenir ici. On devait aussi, si le port ne peut pas, on devait aussi, n'est-ce pas, saigner une autre structure qui va aussi donner des milliards. On va acheter, ça finit, les gens se répartagent, les gens vendent. Allez voir à combien les gens qui circulent actuellement avec ces engins sur les voies publiques. Demandez-leur à combien ils ont acquis. S'ils ne peuvent pas dire la vérité, faites une petite enquête à combien on leur a bradé. Ça, c'est du bradage.
Donc, quand dans un département qui gère les engins de l'État, il y a de ces comportements, c'est clair que ce qui se passe au niveau de l'immatriculation, ça serait une parenthèse pour certains, quoi. D'accord, très bien, merci beaucoup, Abi Alpha, on a compris. Alors, un autre sujet, Ferdinand, c'est vous qui l'avez traité ce matin. C'est vrai que tout au long de la semaine, avec les confrères, on est revenu légèrement sur le sujet. Ça concerne nos confrères de camerounais, de la chaîne télévision Vision 4. Leur patron, vous le qualifiez ce matin d'escroc au palais de Lomé 2. Ça vous a choqué, la vidéo que vous avez suivie vous aussi? Je dirais que c'est plus que choqué, parce que, vous savez, souvent, on a vu ça au temps des Adéma, lorsque le régime est en difficulté, tous ceux qui sont les collaborateurs à la présidence ou les marchands d'illusions essayent de vendre, je dirais, du vent à leur chef pour faire croire que bon, les gens sont avec vous, telle personne peut venir ripolliner votre image et tout et tout. Je pense que c'est dans cette optique que des gens ont fait venir ce monsieur qui est arrivé chez nous comme dans un territoire conquis en jet privé, qui s'est vu ouvrir la voie par un motard de la République, qui a été logé à l'hôtel du 2 février avec toute sa délégation. Et puis pour le service après-vente, quand ils sont rentrés à Yaoundé, ils ont fait un documentaire ronflant dans lequel ils ont dit non, tout va bien au Togo, le pays se développe à une vitesse exponentielle, Ford travaille bien, et que les Togolais ne l'aiment pas juste parce que son patronyme, à cause de son patronyme. Ils ont dit ça dans le documentaire. Oui. Ils ont dit dans le documentaire que le président travaille bien, il développe le pays, mais la population togolaise ne l'aime pas à cause de son patronyme. Je ne sais pas si ils ont imaginé un peu la gravité de cette phrase-là, ou bien ils ont poussé un peu loin la réflexion pour savoir pourquoi les Togolais, si eux-mêmes font le constat qu'ils ne l'aiment pas, pourquoi le patronyme pose problème. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, pour revenir même au monsieur, ce sulfureux personnage qui est un escroc réputé, fait la une de tous les scandales au Cameroun. Et il aurait suffi que les services de renseignement togolais tapent le nom de ce monsieur sur Internet, qu'ils auraient conseillé à leur patron de ne jamais lui ouvrir les portes de la République. Parce que la République ne peut pas être réduite à ce niveau-là. Et vous imaginez que ce monsieur, au Cameroun, il n'est pas journaliste, mais il est patron d'un groupe de presse. L'anecdote qui publie la télévision Vision 4, il y a le journal L'Anecdote et puis d'autres journaux, protégé de BIA. Ce monsieur est mêlé à tous les scandales, je dis bien. Inceste, il a enceinté sa propre fille, qu'il a trimballé jusqu'à la fille s'est suicidée. Les vidéos, les témoignages sont sur Internet, il suffit de taper dans Google, vous allez voir même les témoignages de sa propre fille avant de se suicider. C'est vérifié tout ça parce que c'est pas c'est vérifié, la fille même a parlé. Ce monsieur est mêlé à tous les scandales d'homosexuels au Cameroun, c'est lui qui fait le proxénétisme, qui recrute des gens que les gouvernants sodomisent au Cameroun. Plein de jeunes ont témoigné comment il les a recrutés, comment tel ministre les a sodomisés et tout au Cameroun. Il est lié à tous les scandales financiers au Cameroun. Et puis, voilà un type comme ça qui est allé gruger tous les présidents de l'Afrique centrale, République centrafricaine, Obiangema, Sassou, Déby. Ils ont pris l'argent même chez Sassou. Ça a créé un problème entre lui et certains de ses amis qui font les émissions sur la télévision qu'ils appellent Panafritude, oui, des gars qui se faisaient passer pour les plus grands connaisseurs de l'Afrique, ils insultaient les Blancs. Il les a mis en prison, ils sont 2 actuellement en prison. Ils ont pris l'argent chez Sassou Nguesso, ça a créé des problèmes entre eux, ils sont actuellement en prison. Et donc, ce monsieur bénéficie d'une impunité extraordinaire au Cameroun parce qu'il est un protégé du régime, il est dans des pratiques sataniques. Et c'est ce monsieur qui arrive au Togo, on l'ouvre grandement les portes de la présidence, on prend un motard pour l'accompagner, et il sort, il raconte sa vie. D'abord, ça pose un problème de... Il ne connaît même pas le nom de notre président. Oui, il ne connaît même pas le nom de notre président. Et ça pose d'abord un problème. D'abord, l'image de notre pays. L'image même du président de la République. C'est 2 choses. Et en plus, le mépris affiché envers la presse togolaise. Vous savez que ça fait 13 ans que nous sommes là, sous le règne de M. Faure Gnassingbé. Jamais le président de la République n'a reçu la presse. Je ne dis pas que quand les journalistes croisent le président, c'est différent que le président reçoive la presse. Et dans des pays comme le Ghana, tout ça, il y a les vœux du président, la presse, en chaque fin d'année, où les journalistes aussi font leurs vœux au président, et c'est un cas de discussion sur les conditions de travail de la presse. Dans ce pays, on n'a pas de maison de journalisme de ce nom.
Vous imaginez. Dans ce pays, depuis 10 ans, les 2 mandatures de la HAC, c'est-à-dire que la Haute Autorité de l'Audiovisuel, n'ont pas eu le temps de rencontrer le président de la République. Je ne dis pas le président de la HAC. Le président de la HAC, de manière circonstancielle, peut rencontrer le président de la République. Mais la HAC, en tant qu'institution, n'a jamais été reçue par le président, depuis 2 mandatures. Et quel est aujourd'hui le montant de l'aide de l'État à la presse? Vous imaginez ce que ce monsieur a emporté? C'est peut-être 2 fois ou 3 fois que l'aide de l'État à la presse. Non, il n'est pas dit qu'il est venu prendre l'argent. Non, mais il a fait quoi alors? Il veut installer sa télévision ici chez nous. Il a pris son jet privé pour arriver au Togo parce que nous sommes beaux, il veut venir regarder notre visage. C'est pour ça qu'il est venu en jet privé. C'est pour discuter par rapport à son projet. On nous dit qu'il veut installer une presse, son antenne de sa télévision visionnaire ici. C'est Vision 4. Oui, ils sont les visionnaires. Donc, nous prenons le plaisir de fermer une télévision togolaise, mise en place par un Togolais qui a employé au moins 80 ou 100 personnes. On les met dans la rue pour des problèmes de caprice politique. Je résume ça comme ça. Et on fait venir un Camerounais pour venir créer lui sa chaîne de télévision chez nous. Vous trouvez ça normal? Donc, quand je mets tout ça ensemble, et quand vous voyez tout ça, toutes ces dépenses-là, ces conneries qu'on fait, et on va voir les Français pour leur demander 300 millions. Hein? Et la France signe une convention avec nous, on dit la France donne 325 millions à la presse togolaise. Vous avez le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Communication qui affiche ça comme un trophée de guerre, alors que dans le même pays, vous prenez peut-être le double pour donner à un Camerounais, ou bien vous avez un Togolais qui est là, Nonato, qui vole 800 millions, ne lui fait rien. Mais vous allez demander 300 millions chez les Français. Alors, moi je dis, quelle est la considération que nous avons pour la presse? D'accord, très bien. Il y a même des journalistes dans ce pays qui magnifient tous les jours la politique de M. Fonia Sibé, qui n'ont jamais eu l'opportunité de le rencontrer. Ils ne l'ont jamais reçu. Oui. Il ne les a jamais reçus. Ils sont sur les radios tous les jours, ils parlent en bien de M. Fonia Sibé. Ils n'ont jamais eu l'occasion de le voir en face. Mais on ouvre le palais à un escroc camerounais qui vient et qui raconte sa vie. On comprend votre colère quand même par rapport à ce sujet. Quel commentaire vous en faites ce matin? Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que... Heureusement. À observer, on tire la conclusion que notre président de la République est devenu la poubelle de la bonne gestion. Non, attendez. Mais si, la poubelle de la bonne gestion dans les autres pays. Vous êtes dans l'excès parce qu'à chaque fois que les autres sont en difficulté chez eux, c'est ici qu'ils s'invitent et ça les marche, s'il vous plaît. Moi, je pense que ce monsieur dont Ferdinand a parlé, je ne veux pas rentrer dans les détails, n'importe qui peut, avec la moindre gymnastique, le connaître. Ils sont pleins comme ça, qui ont élu domicile à la présidence. Et quand tu remontes à leur histoire, ils ont des pépins chez eux. C'est pourquoi je parle de poubelle. Donc moi je pense ici que c'est très simple. Les Anglais disent que birds of the same feather flock together. Soit on veut nous montrer que c'est des oiseaux de mon plumage. Malheureusement, le monsieur, son français, même quand tu vois, son français, c'est de l'à peu près. Nous on n'a pas laissé. Comment il n'a pas été à l'école? Mais tu peux être un paysan, tu peux ne pas savoir écrire ton nom, tu peux créer un groupe de presse. Qu'on ne nous fasse pas voir que c'est... Le monsieur, quand moi je l'ai vu parler, mais nous on n'a pas les secrets de la langue molière, mais c'est de l'à peu près. Je ne veux pas m'interroger sur son niveau. Donc, quand on ouvre, on étale le tapis rouge à des gens de cet acabit. Et puis, le Cameroun, est-ce que c'est une référence? L'État, en tant que par rapport à la gestion, par rapport au bien-être des citoyens, par rapport à la démocratie, c'est une référence pour que vous fassiez d'un monsieur qui vient de là-bas. Alors, comment c'est possible, dans l'entourage du chef de l'État, on puisse lui proposer... C'est le business. Certains sont là, c'est leur truc. Il y a plein... Pour le moment, on parle de ça parce qu'on a vu ça. Il y a plein de secteurs où les démarcheurs, c'est de ça ils vivent. Il suffit qu'il ait le canal, comment taper sur les nerfs du président pour qu'il accepte l'audience, et puis il arrange de l'autre côté, et la connexion est créée. Lui, il est retombé, ça vient dans les poches. Ils sont pleins comme ça, Je soulève le sujet parce que quand l'affaire d'escroquerie internationale a démarré, on nous a dit aussi qu'on a... C'est pourquoi je parlais ici que notre président est en train de devenir une poubelle de la bonne gestion sur les autres. C'est vous-même qui me donnez les exemples. Donc moi je pense qu'on ne peut pas continuer par faire de la... C'est vrai que ceux qui gèrent, c'est des individus comme vous et moi, c'est des êtres humains qui ont leurs limites comme toi et moi. Fonia Sibé, ce n'est pas un ange. On ne peut pas vouloir leur demander de déposer un bilan nickel 100%. Mais il faut un minimum. Quand on est au sommet d'un État, il faut un minimum.
On ne peut quand même pas, ça veut dire que n'importe quel braqueur peut venir se faire... Vous vous rappelez, quand j'avais dénoncé en fin 2015 l'affaire de Kofi, j'oublie le nom, d'un escroc ivoirien. Ah oui. Qui était dans l'or, dans tout ça là, il était dans un bureau ronflant, à côté de Air Burkina, pas loin de mon bureau là-bas. Il s'était fait recevoir ici par toutes les institutions de la République. Et c'est à la présence qu'on l'a fait, on l'a recommandé dans les banques, il a fait des prêts. Il se révèle que c'est un escroc. Il se retrouve en prison. Il était dans tous les scandales. Le journal est encore là. C'était un journal bilan de fin 2015. Voilà un monsieur à qui... Est-ce que toi, tu peux faire un projet pour qu'on t'aide en tapant à la présidence pour avoir un prêt bancaire? Voilà des gens que d'autres, les régimes vomissent, ils ne peuvent pas prospérer chez eux et qui ont de l'avenir ici. Pourquoi vous ne voulez pas que je parle des poubelles? Je crois que ce n'est pas ça, Bialfa. Fermina, et puis on va passer à notre sujet. Je crois que l'entourage n'est pas bon. C'est l'entourage. Peut-être pas tout le monde, mais quand on est chef d'État, on prend des précautions. On a des services de renseignement pour ça. Lorsque vous voulez recevoir quelqu'un, la moindre des choses, c'est de savoir qui est véritablement la personne. C'est de demander au service approprié, faites-moi le profil de tel personnage, qui il est vraiment. Et j'ai des amis ou j'ai des gens de mon entourage qui me proposent de le recevoir. Faites-moi une fiche de la personne. Si on lui avait fait au moins une fiche, il aurait pu savoir qui est cet individu. Et on l'aurait peut-être reçu, mais en toute discrétion, sans lui ouvrir les postes de la présidence avec un motard devant et tout ça. Même les gens de nos institutions, les caméras en plus, même les gens de nos institutions ici n'ont pas de... le motard ne leur ouvre pas la voie. Je prends les présidents des institutions ici, quand ils passent, les motards ne leur ouvrent pas la voie. Donc, il s'agit du respect des emblèmes de la République. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, vous avez cité le problème de... escroquerie internationale. C'est comme ça que cette affaire aussi est née en réalité. Il y a un monsieur qui est venu en turbané, introduit à la présidence par un blanc qui s'appelle, qui est proche de la présidence, et puis bon, il a commencé par distribuer des montres Rolex aux gens, et puis ensuite on dit bon, il y a de l'argent de pays ici qu'il faut récupérer, et puis le business a tourné court, et puis après bon, on trouve matière à régler des comptes à d'autres personnes. Donc c'est comme ça que on ouvre le palais à ces individus. Actuellement, il y a un autre dossier qui est là sur la table, qu'on est en train de gérer en toute discrétion, mais un monsieur qui s'appelle Kakabe, qui est un Béninois, qui a été arrêté à la résidence de la Caisse, qui devait être extradé au Bénin. Le régime béninois. Oui, c'est ça, qui devait être extradé au Bénin, qui est un escroc de première catégorie, qui a mouillé les gens partout ici, au niveau de la justice, des forces de sécurité et tout. Et donc, le Togo fait un jeu avec le Bénin. On l'a amené au Bénin. On l'a amené au Bénin, on l'a ramené ici, soit disant que bon, il a un procès ici, il faut le régler d'abord avant de l'extrader. Tout ça, c'est des méthodes. Un jour, on te dira qu'il s'est enfui. C'est des méthodes qui ne font pas honneur à une république. Normalement, la présidence de la République est le dernier rempart de toutes ces choses-là. Si les gens font des magouilles, les magouilles ne doivent pas franchir au moins les postes de la présidence. Parce que lorsque vous recevez des gens comme ça, lorsque vous déroulez le tapis rouge aux gens comme ça, lorsque un chef d'État est induit en erreur pour recevoir des gens comme ça, mais en même temps, le chef de l'État est libre de recevoir qui il veut. On est d'accord. Oui, mais il est libre de recevoir qui il veut. Le chef de l'État est libre de recevoir qui il veut. Mais quand un chef d'État reçoit des bandits, il y a un problème. Il y a un problème pour la République. Eric, quand M. Fornia-Singbe a pris, on s'est dit qu'au moins, enfin, l'ère d'Mbambani Soko est révolue. Vous vous rappelez cet autre escroc malien à qui Yadema avait étalé le tapis rouge ici, il s'est installé et puis finalement il a grugé de l'argent même dans des banques ici. Notre argent, beaucoup de milliards sont partis. Ça a coûté à un commissaire la prison. Finalement, de la prison, il s'est retrouvé en exil aux États-Unis. Je crois que présentement, il est revenu. C'était un scandale sur toute la ligne qui a mouillé beaucoup de... Le monsieur était à l'hôtel de février et il a appelé les barons là-bas pour l'aider à ficeler son escroquerie. Ça a marché. Et c'est à la BTC que l'argent est sorti. Et c'est ça qui a coûté à Alexis Loki ce que ça l'a coûté. Voilà quand à notre ère actuellement, où l'information est facilement vérifiable, où le monde est devenu un village planétaire, ces comportements continuent par prospérer. Je dis bien recenser les différentes grandes escroqueries qui touchent notre présidence. Tu vas vraiment tirer ta conclusion. Monsieur, merci beaucoup. Un dernier sujet avant de rendre l'antenne, c'est la politique. La politique avec la dernière sortie de la Cour constitutionnelle
qui ne finit pas quand même de susciter des commentaires dans l'opinion. Au niveau de l'opposition, chacun y va de son analyse. Et ce matin, dans l'alternative, vous évoquez aussi le sujet en parlant d'une certaine défaillance des institutions de la République. Oui, tout à fait. C'est pas, la Cour c'est n'a-t-elle plus le droit de rappeler les délais? Non, c'est pas un fait nouveau. Sur le principe de rappeler le délai, on ne reproche rien à la Cour, ils sont dans leur rôle. Dans leur rôle. Sauf qu'il y a les textes, mais il y a le contexte. Lorsque vous êtes dans un contexte comme le nôtre, un contexte particulier, où il y a une crise qu'on est en train de chercher à résoudre, et qu'il y a des problèmes, les médiateurs sont en train de s'activer, entre les deux protagonistes, il y a des problèmes, la Cour constitutionnelle ne vient pas en rajouter à la confusion. Moi, je reconnais que c'est son rôle de rappeler les délais. Mais les délais, la confusion, c'est quoi? Elle demande à ce que les élections soient à la fin de l'année. Oui, mais quel est l'objectif aujourd'hui de rappeler les délais quand on sait qu'en amont, il y a une crise qu'on cherche à résoudre et la résolution de la crise va apaiser le pays. Alors, on voit bien que la sortie de la Cour constitutionnelle est, de mon point de vue, inopportune. Dans ce contexte-là, elle est inopportune parce qu'elle en rajoute à la tension. Normalement... Et elle devrait faire quoi, à votre avis? Normalement, tout le monde sait qu'il y a un délai, mais la question aussi du délai est réglée par l'article 54 de la Constitution. Excusez-moi, en 2013, on devait faire les élections législatives en 2012. Oui, bien sûr. Qui a été tenu en 2013. À l'époque, la Cour constitutionnelle n'avait pas rappelé qu'on était en train de dépasser l'ordre constitutionnel. Rappelez-vous. Et donc, je pense que c'est là où on sent un peu quelque chose qui ne cloche pas. Donc, moi, je pense que il ne faut pas... c'est pas pour jeter la pierre à qui que ce soit, mais cette sortie-là, fondamentalement, elle est en ce moment inopportune. Il faut laisser le temps aux acteurs politiques de régler la crise pour qu'on sorte une fois pour de bon de cette situation-là. Maintenant, on verra à quelle date il faut organiser les élections. Parce qu'au fait, lorsque les gens du UNIR sont allés voir le président ghanéen pour lui dire « Ah oui, nous sommes tenus par les délais légaux, machin, tout ça, il faut qu'on organise les législatives », le président ghanéen leur a dit « Mais écoutez, juridiquement, l'affaire est réglée par l'article 54 de votre constitution. Mais au-delà, c'est à l'opposition qui, normalement, devait dire, il faut aller vite, parce que vous avez la majorité. Mais donc si on applique l'article 54 de la Constitution et que l'Assemblée est toujours en place, vous avez toujours la majorité pour continuer à gérer les affaires de l'État. Donc, vous n'avez pas normalement à vous plaindre de cette question de délai pour dire il faut organiser précipitamment les élections. Donc, je pense que s'il y a une bonne volonté de part et d'autre, il faut s'asseoir pour régler définitivement le problème, parce que c'est l'organisation des élections au Togo qui nous ramène toujours dans des crises, avec des morts, avec des répressions. Il faut en sortir une fois pour de bon. Donc il faut donner le temps aux acteurs de régler le problème, et puis après on verra quels seront les délais pour organiser les élections et tout ça. Abi Alpha, lié donc à la sortie de la Cour constitutionnelle. Oui, moi je crois que c'était un ballon d'essai. C'était un ballon d'essai de M. Abouda Smaï, sa structure, son institution, pour voir si politiquement ça peut être capitalisé. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis que la coalition est née, les gens font les pieds et les mains, les gens sont toujours dans les laboratoires pour faire tout de façon à ce que ça s'éclate au sein de cette coalition, pour qu'ils utilisent les divisions qui seront affichées à l'extérieur, comme quoi, regardez, ce ne sont pas des messieurs crédibles, voilà comment ils se battent déjà, c'est pourquoi nous, on est indispensables. Donc si une sortie de ce genre de M. Abouda Asma peut permettre dans la coalition que ça crée des divisions et que certains affichent leur velléité à participer aux élections, le régime s'est dit que c'est une bonne chose, il faut essayer. Donc, sinon, et puis quand c'est la Cour constitutionnelle qui le dit, encore que on dit Cour constitutionnelle, la Cour qui veille à la, c'est-à-dire, c'est ça, tu vois, non, à la bonne application à tout ce que vous savez autour de la Constitution. Quand il y a une lecture biscornue des textes constitutionnels et qui sont censés redresser, quand il y a un doute, c'est à eux qu'on se réfère. Voilà la compréhension que nous avons de telles dispositions constitutionnelles. Quelle est celle qui a fondé les pères, les législateurs. Donc, c'est eux qui viennent s'aimer le doute. Ça fait problème. Ça fait problème parce que
la Constitution a déjà prévu au cas où la mandature courante est en crise, a des problèmes. Ça n'empêche pas la Cour de... Je ne refuse pas. de se prononcer là-dessus. Je fais mon analyse. Au cas où la mandature courante traverse une crise, elle continue jusqu'à l'avènement de la nouvelle mandature. La Constitution a bien prévu ça. Donc, la Cour ne doit plus rien dire. Non, ce n'est pas la première fois que ça vient. Sauf que c'est la première fois qu'elle sent opportun d'en faire vraiment une sortie. Donc moi je pense, je redis, c'est ma position en tout cas, que s'ils pensent que cela peut servir à éclater leur coalition pour qu'ils s'en servent, là où la crise, la souffrance du Togolais est arrivée actuellement là. Même si demain il n'y a pas la constitution, ce qui va se passer se passera. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passera? Mais vous pensez que les gens vont gérer éternellement comme ça? Monsieur Faure Gnassingbé, c'est le plus important de tout le monde. Le jour il n'est pas au Togo, tout le monde va mourir. Vous pensez que c'est comme ça? Merci beaucoup, Abialfa. Moi, je l'ai dit tantôt que on peut, à décharge de la Cour, dire qu'ils sont dans leur rôle. Sauf que le contexte est, comment appelle-t-on? Il ne s'y prête pas. Il ne s'y prête pas. Et ça en rajoute à la tension, à la confusion et tout. Maintenant, il y a des cas. Actuellement, le président Kabila, il est au-delà de son mandat. Oui, bien sûr. Il est au-delà de son mandat. Il a fini son mandat depuis bientôt 2 ans. Mais il est à la tête du pays. Parce qu'il y a un article qui dit dans leur constitution que le président reste en place jusqu'à l'élection. Oui, mais même ça, l'opposition congolaise n'est pas d'accord. Oui, mais il jouit de ça, de cet article. Il y est, au moins, il est président au moins. Jusqu'à ce que la crise ne soit résolue. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, tant qu'on n'a pas résolu la crise, on ne peut pas opposer aux acteurs qui sont en train de se battre pour l'apaisement ces genres de dispositions qui sont à interprétation variable, qui peuvent provoquer une tension dans le pays. Mais, sur le principe, ils sont dans leur rôle. Je crois même qu'un responsable de l'opposition l'a rappelé. Ils sont dans leur rôle, mais c'est que le contexte n'est pas indiqué en ce moment. Vous savez très bien que la Cour constitutionnelle aussi fait partie des institutions qu'il faut reformer dans toute la nomenclature. C'est aussi un élément de crise. Dans tous les sujets qui sont actuellement sur la table, il y a la CENI, la Cour constitutionnelle, tous les éléments, toutes les institutions qui interviennent dans l'organisation des élections. Donc je pense que à leur charge, on peut dire ce qu'on a dit là, à leur décharge, bon, mais c'est leur rôle, et voilà. La CEDEAO, on attend sa décision. Elle pourra peut-être contenter, mécontenter. Abialfa. Oui, sauf que c'est difficile à l'étape actuelle qu'une structure comme la CEDEAO, un regroupement communautaire comme la CEDEAO, qui a déjà fait ses preuves ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que dans des crises comme ça, c'est grâce à l'intervention de la CEDEAO que M. Alpha Condé est actuellement ce qu'il est, il est chef de l'État. C'est Sangaré qui a été président de la CENI dans ce pays pour que M. Alpha Condé soit actuellement président de la République. Il y a eu plein d'exemples comme ça. Actuellement, la Guinée-Bissau est en train de se normaliser grâce à la CEDEAO. Il y a toute une ribambelle de cas où la CEDEAO est intervenue efficacement, pas forcément avec les armes, mais elle est efficacement et ça a marché. Je ne crois pas que le Togo puisse faire l'exception. Actuellement, on a essayé toutes les cartouches. On a entre-temps créé un débat qui n'existe pas autour de la présidence de Bouhari. Effectivement, il y a des textes de la CEDEAO qui disent, même s'ils ne sont pas ouvertement écrits, qui disent que quand un président s'apprête à aller aux élections chez lui, quand il a un certain délai de ces élections, il ne prend pas la tête de la CEDEAO. Et vous comprenez. Maintenant, Bouhari est-il déjà frappé par des délais ou pas? C'est encore un débat. Mais est-il que une autre disposition de la CEDEAO dit, qui n'est pas écrite ici, dit que quand un francophone finit la tête de la CEDEAO, c'est un anglophone forcément qui prend. Donc actuellement, celui qui prendra, c'est forcément un pays anglophone ou lusophone. Je crois savoir qu'il y a déjà le Cap Vert qui pointe le nez, mais pour qu'on remette la présidence de la CEDEAO, il faut voir si le pays est en règle. Il y a beaucoup de paramètres. L'essentiel, ce n'est pas d'être membre. Donc, moi, je pense que normalement, le 28 de ce mois, le 28, il devait avoir une réunion ici, mais ça a été reporté. C'est cette réunion du 28 de ce mois
qui est replacé actuellement sur le 31 et 30, c'est-à-dire juillet. Le 31, le 30, il y aura une réunion conjointe entre les chefs d'État de l'Afrique centrale et les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Ils vont parler des deux grandes zones. Maintenant, le 31, les chefs d'État de l'Afrique centrale qui ne sont pas concernés par notre crise vont rentrer. La CEDEAO va continuer le 31 pour, n'est-ce pas, terminer avec notre feuille de route. Juillet. Donc, ouais, le 31 juillet. Donc, ce dont nous souffrons, ils vont rester pour n'est-ce pas, pendant ce temps, il y a toujours des passerelles qui continuent par faire comprendre raison pour que peut-être d'ici là, la solution soit encore plus facile. Un mot sur le mémorandum beaucoup plus de la société civile. Oui, ils ont remis le mémorandum aux représentants de la CEDEAO dans laquelle ils proposent une période transitoire. Chacun pourra apprécier, mais rapidement sur la CEDEAO, je pense que les gens, j'entends beaucoup de gens qui disent que non, peut-être la feuille de route de la CEDEAO va être contraignante, tout ça, mais je pense que le dernier mot revient au Togolais. Si vous avez vu ce que la CEDEAO voulait faire au Burkina, quand Djindjeri a fait son coup d'État, si le Burkinabé s'était tué, Djindjeri serait encore au pouvoir aujourd'hui, on serait dans un coup d'État classique qui serait là. Donc je pense que c'est les Togolais qui veulent le changement, de rester vigilants. Maintenant, quel est le rôle de chaque acteur dans cette histoire-là? Il faut attendre pour voir clair dans la situation, parce que ce que moi je sais particulièrement, c'est que quelqu'un comme Alpha Condé n'a pas renoncé à torpiller les choses, parce que il n'a pas renoncé véritablement à son 3e mandat en Guinée. Il pense toujours y aller, et donc s'il peut semer le désordre ici, il va le faire. Il est en train d'influencer le Ghanéen pour que ce dernier lève un peu les pieds, pour qu'on trouve des circonstances un peu atténuantes au régime. Il faut surveiller ce monsieur de près. Je pense que depuis que cette crise a commencé, nous avons toujours pointé le curseur au niveau de l'alternative sur Alpha Condé, parce que c'est le maillon faible dans ce dispositif de toute la CEDEAO. Les autres ont déjà des soucis, mais lui particulièrement, c'est un homme qui a fait longtemps l'opposition, qui a pris le pouvoir un peu tard quand il était âgé. Il aura 80 ans en 2020, mais il veut toujours rester au pouvoir. Il multiplie toutes les manœuvres pour pouvoir rester au pouvoir. Alors, si il peut trouver des alliés dans la région, pour qu'on ne dise pas que c'est lui seul, il va le faire. Donc, la classe politique de l'opposition, la société civile, doit être vraiment vigilant par rapport à ce monsieur. Je pense que c'est lui qui va être le maillon le plus faible de toute cette galaxie. Merci beaucoup d'être venu pour le débat de ce matin. Merci Ferdinand, le patron Eric. du hebdomadaire L'Alternative. Merci à vous, Abi Alpha, le patron du journal Le Rendez-vous. On devrait avoir Fabrice Pekézi, malheureusement il n'est pas arrivé. Ils nous ont offert une interview croisée. Sûrement qu'il a été retenu quelque part. Merci quand même à vous de nous avoir suivis. Merci à Dia Prosper. Merci également à tous ceux qui nous écoutent et nous suivent sur la gazette du Togo.com. Merci à vous tous. Appelez-moi Saint-Henri Gator. À la prochaine. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.